radioclassique.com. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et nos esprits libres à 8h43. Aujourd'hui, Anne de Guigné, grand reporter au Figaro, qui a publié récemment Tout l'or du monde de l'Antiquité à nos jours. Les écrivains racontent l'économie. C'était aux presses de la Cité. Ouvrage remarqué et que je recommande, et notamment aux étudiants. Ça leur fera de la belle culture générale. Et puis évidemment, pour la culture générale aussi, il y a Jean-Marie Colombani que vous retrouverez demain à 8h pour l'émission Commentaire, évidemment sur Radio Classique avec Jean-Claude Casanova. Bonjour à tous les deux. Bonjour David. Et tous mes vœux. On va commencer par l'affaire qui agite la politique intérieure américaine depuis mercredi. Les États-Unis, une femme abattue par la police de l'immigration à Minneapolis. Elle était une militante opposée à la police anti-immigration déployée aux États-Unis par l'administration de Donald Trump dans sa lutte contre l'immigration. Il y a probablement une bavure, mais derrière ça, un sujet très politique sur les agissements de cette police défendue bec et ongle par l'administration et mise en cause par les autorités de Minneapolis. Que vous inspire ce qui s'est passé là-bas? Écoutez, évidemment, quand on voit les caméras, bon, déjà il faut être modeste. Hein, nous n'avons accès qu'aux caméras américaines et à ce que rapportent les journalistes. Quand même, on a du mal à comprendre comment Trump puis Vance ont pu défendre le policier, puisqu'on voit que donc cette femme est dans un espèce de SUV, qu'elle panique plus ou moins. Elle ne s'arrête pas, elle aurait dû s'arrêter, mais elle panique. Elle ne semble vraiment pas vouloir écraser le policier, ce qu'a raconté Trump. Et tout d'un coup, on voit donc un policier qui lui tire trois balles dans la tête. Enfin, on ne voit pas, on la voit pas elle, mais c'est ce qui se passe. Et donc l'impression est quand même très violente, assez effrayante. Et moi, les bavures policières américaines, malheureusement, il y a une très longue histoire. Cette histoire se passe à quelques mètres de là où avait été tué George Floyd. Donc, vous voyez, on s'inscrit dans une vraie histoire américaine. Mais là, ce qui est quand même très frappant, en effet, c'est la réaction de l'exécutif américain. Parce que Donald Trump lors de la mort de George Floyd, l'avait condamné, avait insisté sur les violences policières. Et là, il ne dit pas un mot. D'emblée, il parle de légitime défense du policier. J.D. Vance a un vague mot en disant certes, c'est une tragédie, mais quand même. Donc, David, je trouve c'est vraiment inquiétant parce en ce moment, on se dit beaucoup. On voit que la démocratie américaine peut quand même sortir de ses rails. Et ce genre de réaction vont clairement dans ce sens, que l'exécutif ne soit pas capable d'avoir un pas de recul, de dire simplement, écoutez, on va ouvrir un procès, ce qui était le cas lors de chaque bavure policière aux États-Unis, de lever le crayon et de dire, écoutez, on va ouvrir le procès. D'emblée, dans la défense de la police, ça me semble vraiment très inquiétant. Ce que l'on voit à travers toutes les prises de vue qui accompagnent, c'est un assassinat. Pur et simple. C'est un assassinat, et donc de la part d'une police dont le maire de Minneapolis dit très bien qu'elle est là, elle est censée aider à l'ordre, et elle crée le désordre. Et elle crée le désordre pas seulement dans cet épisode, dans d'autres affaires, enfin dans d'autres comportements. Il faut préciser que c'est une police de l'immigration créée spécialement et déployée aux États-Unis. Donc c'est une police, entre guillemets, très politique. Très politique et très militarisée et qui est vraiment la création de Donald Trump. Et donc ça renvoie en effet à ce sur quoi on doit s'interroger, on doit s'inquiéter, c'est que petit à petit, en effet, la démocratie américaine quitte son lit, quoi. Et donc Donald Trump pousse les limites et, à mon avis, est en train de défaire pierre à pierre un édifice qui était jusque-là, dont ils vont fêter d'ailleurs un anniversaire. Mais les pères fondateurs ne se reconnaîtraient certainement pas dans cette façon d'être. Et puis il y a aussi une espèce de violence qui s'installe et qui précède, je pense, l'élection des midterms, parce que dans les réactions de Donald Trump, il ne faut pas écarter qu'il va être sur une position très violente, très dure, très véhémente en vue des midterms, parce qu'il craint comme la peste la victoire des démocrates. Et il l'a dit lui-même, il dit attention, si les démocrates gagnent, je vais faire l'objet d'une procédure d'impeachment. Mais elle sera en effet automatique si la majorité change, compte tenu de tout ce qu'il aligne comme manquement au droit, comme méconnaissance du droit, comme façon de piétiner le droit. Il y a un précédent pour Donald Trump dans ces histoires. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette manifestation à Charlottesville, je crois, oui, où une
manifestante avait été tuée par quelqu'un qui avait foncé dans la foule à dessein et que Trump avait défendu. C'était en pleine campagne électorale. C'était des suprémacistes et ainsi de suite. Donc il retrouve là, j'allais dire, les racines très malsaines de sa popularité. Il faut revenir sur cette vidéo tout de même parce qu'on est surpris par le refus d'obtempérer de cette femme qui, soit sous le coup de la panique, soit pour protester, ne sort pas de son véhicule au moment où il y a la première sommation et qui avait... elle n'était pas là depuis 10 secondes. Elle avait eu un problème avec cette police depuis un certain nombre de minutes et visiblement, elle ne s'est pas arrêtée, elle ne s'est pas rangée. Sur l'image, on la voit repartir alors que les policiers s'avancent armés vers elle. Ça nous renvoie évidemment à la gâchette facile de la police américaine et évidemment à ses bavures. Mais ce qui fait l'importance de ce moment, c'est que cette police-là est une police spécialement créée par Trump pour mettre de l'ordre dans les villes qu'il estime aux mains de... Quand on regarde les images, ça dure... C'est très compliqué. 9 secondes. 9 secondes, ouais. Pas plus. Et donc, quand on dit qu'elle chercherait à bousculer un policier, c'est impossible dans la façon dont on voit où sont positionnés les policiers, où elle est positionnée elle-même. Et elle avance lentement. Et par ailleurs... Elle fait une marche arrière pour repartir. Ouais, c'est ce qu'on voit. Que je sache, on tire dans les pneus. On tire dans les roues, on tire pas dans le visage. Ça, c'est ce qu'on dit en France, oui. Jean-Marie, c'est ce qu'on dit en France. Oui, mais je veux dire, c'est ce qu'on devrait dire aussi aux États-Unis. C'est pas la culture. Parce que c'est pas la culture, mais je veux dire, ça met en grave danger le système américain lui-même, parce qu'à un moment ou à un autre, ça deviendra insupportable pour une majorité de la population. Non, c'est sûr que là, j'ai lu un article du New York Post ce matin. Apparemment, cette jeune femme avait passé la journée. C'est une militante qui a été formée contre cette police. Donc il faut voir en effet, donc cette police anti-immigration de Donald Trump a des objectifs très précis, 3000 arrestations tous les jours dans tout le pays d'immigrants illégaux. Donc Donald Trump a été élu en partie cet objectif de réduire l'immigration illégale, mais ils ont des moyens évidemment, des moyens assez durs. Donc ils vont dans les villes, ils cherchent les immigrants illégaux, et en réponse, des activistes dans toutes les villes se sont montés pour essayer de communiquer à ces immigrants l'arrivée de la police. Oui, parce qu'ils n'arrêtent pas que des immigrés illégaux, ils arrêtent des Américains qui sont américains depuis un mois, depuis un an, depuis 10 ans, qui sont arrêtés de la même façon. Donc ça donne une chasse aux faciès, parce que comment faire le tri dans une foule entre ceux qu'on pourrait soupçonner d'être illégaux et les autres par le faciès. Donc ça crée une ambiance aux États-Unis qui est plus que détestable, qui est dangereuse. Et je pense qu'il viendra un moment où la Cour suprême et ce qui reste d'esprit démocratique aux États-Unis sera en révolte. On y reviendra très certainement si manifestation il y a, puisque vous l'avez dit, Anne de Guigné, ça s'est passé à quelques dizaines de mètres du lieu où George Floyd a perdu la vie. Le feuilleton budgétaire maintenant, est-il proche de sa conclusion ? Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, n'exclut pas que la France puisse avoir un vrai budget. La ministre prend-elle ses rêves pour des réalités ? Bon, il va falloir que la France ait un budget. On ne peut pas rester sur la loi spéciale très longtemps. Vous savez, la loi spéciale, c'est une prolongation des crédits de l'année précédente. Donc ça marche quelques semaines, quelques mois même, c'est compliqué. Donc il faut absolument que la France ait un budget. Et on voit bien que tout le gouvernement est complètement empêché par le fait qu'il n'y ait pas de budget. Et d'ailleurs, à l'orée des municipales, tout le monde veut un budget. Donc la question, c'est que comment va faire le gouvernement ? Aujourd'hui, il y a deux voies. Le 49.3. Apparemment, ça semble la voie dominante, ou les ordonnances. Bon, dans les deux cas, Sébastien Lecornu avait promis de faire ni l'un ni l'autre. Pour l'instant, c'est le seul qui ne veut pas aller dans cette voie-là. Mais apparemment, il n'aura pas le choix, parce qu'il n'y a pas de conciliation possible. Les positions se sont plutôt durcies. La droite réalise qu'elle a fait énormément de concessions pour le budget de la sécurité sociale. Elle veut montrer les muscles. Et le Parti socialiste demande encore de nouvelles hausses d'impôts. Donc, Sébastien Lecornu va essayer a priori d'avoir un 49.3 négocié, en négociant à l'avance que le Parti socialiste ne vote pas la censure. D'ailleurs, ni LR ne vote la censure dans la foulée. Mais il pourrait y avoir une autre option, dont on parle moins, mais qui me semble assez possible aussi, qui serait des ordonnances. Bon, dans ces cas-là, il y aurait censure qui serait sans doute votée, mais le budget aurait le mérite de perdurer. Je dis que si vous avez un 49.3 puis censure, le budget saute. Ordonnance, le budget reste.
Jean-Marie Colombani, j'ai l'impression que tout le monde est fatigué de cette affaire, y compris les socialistes d'ailleurs. Les gens en ont marre, y compris les socialistes. Parce que le feuilleton a trop duré, justement. Mais les ordonnances, il faut rappeler aussi qu'une ordonnance, pour entrer en vigueur, il faut une loi d'habilitation. Donc le fait qu'il y ait un vote sur la loi d'habilitation, je pense aussi que ça poserait un problème. Bon. Non, le comique de l'affaire, c'est que le 49.3, le refus du 49.3, c'est un engagement du Premier ministre vis-à-vis du Parti socialiste pour aider le Parti socialiste à se mettre sur une position de non-censure. Donc voilà, le paradoxe, c'est que les socialistes aujourd'hui le réclament. Oui, c'est la seule façon d'en sortir, et que voilà, le Premier ministre continue à rester sur sa position. Il ne pourra pas tenir trop longtemps sur cette position d'ailleurs. Et l'autre triste paradoxe, c'est que on revient presque dans la discussion entre les uns et les autres à la case départ. C'est-à-dire, vous avez les uns qui disent « Ah, moi je ne censurerai pas à la condition que les impôts augmentent à nouveau, notamment l'impôt sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises, et d'autres qui disent voilà, il faut plutôt au contraire baisser les dépenses publiques. On revient exactement dans le même cadre que ça bouge pas beaucoup. Ça ne bouge pas. Donc je vois pas comment on échappe à une mesure qui est dans la Constitution prévue pour ce type de circonstances, c'est-à-dire pour donner à un gouvernement les moyens de passer outre une assemblée qui est aujourd'hui ingouvernable. Mes amis, on n'a pas épuisé l'heure du jour, mais l'heure tourne, donc je vais vous dire au revoir. Merci Jean-Marie Colombani, on vous retrouve demain 8h pour commentaire avec Jean-Claude Casanova. Anne de Guigné, merci d'être venu aujourd'hui. Je vous propose de nous séparer avec le quatuor Harrod. Il est à la une du supplément du Figaro et vous, et en vedette en ce moment à la Philharmonie de Paris pour un concert marathon où il interprète la musique de chambre de Haydn.